séance du Conseil des maires de juin. Alors, avant de commencer la séance, permettez-moi quand même de remercier M. Lemire pour l'accueil à Saint-Zéphirin. Ça nous fait plaisir d'être là. Je pense que vous avez aussi des conseillères qui sont dans la salle, donc bienvenue à tout le monde aussi. Je me permets aussi de souhaiter la bienvenue à Mme Tétrault, qui est mairesse suppléante à Sainte-Monique, qui est en remplacement de Mme Gendron ce soir. Donc, bienvenue parmi nous. Alors, comme on n'a pas d'ajout à l'ordre du jour, j'irai tout de suite avec une proposition pour l'adoption. Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Godette, merci beaucoup. Adoption maintenant des délibérations du Conseil des maires du 15 mai dernier. Donc, vous l'avez reçu d'avance. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des coquilles. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Deschênes. Allez-y. Vous pouvez prendre votre micro, Mme Tétrault. C'est concernant le point 4.6, la convention d'aide financière pour le programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés. Il y avait, je sais qu'il y avait été question depuis longtemps là, de la phase 2 puis d'un montant de 25 000 $, mais le considérant suivant, là, que le gouvernement du Québec a décidé d'octroyer une aide financière de 80 000 $, est-ce que c'est quelque chose de plus? Oui. En fait, on avait demandé 25 000 par année, puis ils nous ont donné 40 000 par année. Okay. Ils ont décidé de faire ça pour toutes les MRC qui étaient au volet 2. OK. Alors, c'est assez rare. C'est assez rare que ça arrive, mais voilà. On va le prendre. J'ai une autre question. Est-ce que l'argent va être dévoué seulement à la MRC ou si les municipalités vont pouvoir en profiter? Juste pour des RH à la MRC, Okay. pour l'accompagnement des... C'est bon. Merci beaucoup. Le budget, c'est la papeterie, tout ça, mais il n'y a pas de fonds pour des projets. OK. Merci. Donc, j'avais M. Deschênes, c'était pour en faire la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lemire, merci. 1.4 maintenant, délibération du comité administratif du 4 juin dernier. Vous avez reçu le compte-rendu dans vos documents sur l'intranet. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Sinon, je serais prête à prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Bédard, merci. Document reproduit. Madame Tardif. Au fur et à mesure. Correspondance? J'ai 2 correspondances à vous présenter, soit la lettre de la ministre Laforêt pour l'acceptation de notre RCI, ainsi qu'une lettre de remerciement de la MRC de Drummondville pour le partage de nos outils de référence pour le projet pilote des bandes riveraines. Excuse. Merci. Donc, on serait rendu maintenant services administratifs et finances. Je ne sais pas, est-ce que notre... Oui, parfait. Donc, on serait rendu à la présentation des états financiers et on a avec nous M. Coderre, qui était le comptable professionnel au dossier. Je ne sais pas, Mme Mayotte, si vous aviez des trucs à rajouter avant qu'on laisse la parole à M. Coderre? Non? Bonjour, M. Coderre. Oh, on ne vous entend pas, ça ne sera pas long, on va faire un petit ajustement. Est-ce que vous nous entendez? Vous, votre micro est ouvert, M. Coderre? Hein? Oui, OK. Lire des états financiers sur les lèvres, ça pose quand même un petit défi. Donc, on va attendre. Peut-être pendant que... Est-ce que je peux passer à l'autre point pendant qu'on le soutien technique se charge de M. Coderre? On avait aussi au point 2.1.2, on reviendra aux états financiers. Mme Mayotte voulait nous présenter son suivi budgétaire du 1er janvier au 30 avril 2024. Mme Mayotte. Oui, donc, vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc ce soir, je vous présente le sommaire des revenus-dépenses de janvier à avril 2024. Je vous invite à ouvrir le document là, de suivi budgétaire habituel là, qui a été déposé sur le portail. Donc, comme à d'habitude... Oui. Ah. Oui, le son est bon. Je continue ou... On reprend tout de suite avec le... Bon, on s'excuse, Seigneur. OK, on va y aller avec l'auditeur. Donc, M. Coderre, maintenant qu'on vous entend, on irait tout de suite avec vous. Parfait, ça marche. Comment on fonctionne pour la copie? Est-ce que tout le monde a une copie avec eux ou je présente mon écran? Non, les gens ont tous reçu une copie dans leur intranet? Oui.
Parfait. Parfait. Donc, vous pouvez y aller. Ben, vous pouvez aussi la mettre à l'écran parce qu'on a quand même des gens dans la salle. Il n'y a pas de souci. Ah, OK, parfait. Bon, parfait. Fait que je débute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à lever la main, là, ou peut-être ceux qui ont le contrôle là, de la conversation, peut-être lever la main là, pour me faire arrêter. Dans le fond, cette année, peut-être le premier changement au niveau du rapport. Maintenant, on parle d'un rapport financier consolidé comparativement à un rapport financier tout court là, la dernière année. C'est que cette année, on est venu ajouter là, les deux organismes de transport, soit Bougibus et Corporation de transport adapté Grand Tronc, qui sont consolidés là, dans les résultats des états financiers là, 2023. Il y a des notes là, qui viennent détailler tout dans le fond, les impacts là, que ça le fait là, dans le rapport financier. Mais grosso modo, là, c'est encore présenté là, sous forme de deux rubriques là, pour avoir vraiment les données de la MRC et les données des organismes contrôlés. Je vais débuter avec le rapport de l'auditeur qui est à la page 4 du document. Donc, cette année, c'est encore une opinion avec réserve. C'était la même réserve qui était présente l'année dernière, donc il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là cette année. Dans le fond, juste pour rafraîchir la mémoire, c'est une réserve au niveau des perceptions de droits pour les carrières sablières. Donc, le travail qui était fait ne permet pas là, de venir s'assurer de l'exhaustivité, donc tous les revenus ont été constatés. Donc, la réserve a été maintenue cette année. Sinon, il n'y a pas eu d'autres changements là, au niveau du rapport cette année. Peut-être pour juste venir faire une mention là, des changements comptables qui ont eu lieu là, en 2023. Vous avez la note 3 sur les modifications comptables à la page 16 du PDF. Je vous le résume assez rapidement là, puisque vous l'avez probablement eu la même information là, au sein de vos municipalités. Donc, il y a eu l'introduction d'un nouveau chapitre pour les instruments financiers. Donc, principalement, ça a impacté là, les notes. On est venu rajouter une note au niveau des risques financiers à la dernière note là, des états financiers, je pense que c'est la note 25. Puis, le deuxième changement, c'est au niveau de l'entrée en vigueur d'une norme sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Mais dans votre cas également, là, ça n'avait pas d'impact pour le rapport financier. Je vous parlais tantôt là, de l'introduction de deux nouveaux organismes là, dans les états financiers. Pour ceux que ça intéresse, on a le détail à la note 23. C'est une note de redressement, mais dans le fond, c'est de la façon qu'ils veulent qu'on le présente des états financiers. Ça n'a pas été redressé là, au niveau des chiffres comparatifs 2022. Ça a vraiment été impacté là, en date du 1er janvier 2023. Donc, vous avez le détail là, des montants qui ont été ajoutés là, dans les états financiers. Je vais vous amener ensuite un peu plus loin dans le document, à la page 85. À partir de la page 85, vous avez le sommaire d'informations financières. Je vais m'en tenir à ça pour les données que je vais présenter au niveau des résultats. Si jamais vous avez des questions, on pourra aller voir en détail là, dans les pages qui sont moins sommaires, là, plus détaillées. Donc, à la page 86, vous avez votre résultat de l'année, donc vos résultats au niveau du fonctionnement. Donc, à la deuxième colonne, c'est le budget. Puis, à la troisième colonne, c'est votre réel pour la municipalité uniquement. Puis, la nouvelle colonne qui s'appelle organismes contrôlés et partenariats, c'est les deux organismes de transport. Donc, cette année, vous avez des revenus de fonctionnement de 7 373 000 pour un budget de 7 95 000. Ensuite, au niveau de vos charges, à la ligne 4, 7 328 000 pour un budget de 7 268 000. Donc, vous dégagez un excédent comptable de 45 000 comparativement à une insuffisance de 172 000 au budget. Par contre, on vient faire les ajustements à des fins fiscales. Donc, suite à tous les ajustements, dont la dépense d'amortissement, qui est une charge comptable. Donc, vous ne prévoyez pas de montant de quote-part pour cette dépense-là. Donc, on vient l'ajouter. Vous avez vos remboursements de la dette, 40 000. Ensuite, les activités d'investissement, 210 000. Les autres affectations pour l'excédent accumulé, 795 000 en dépenses. Par contre, dans vos données là, de la MRC, ça inclut tous les fonds FLI, FLS, puis le fonds d'aide au PME.
Dans le fond, tous les impacts qu'il y a dans le rapport financier sont annulés avec une affectation qui s'en va dans les réserves, comme à chaque année. Donc, globalement, pour votre résultat de fonctionnement à des fins fiscales, tout ce qui touche les fonds n'a pas d'impact sur vos résultats. Donc, c'est pour ça qu'on a un montant négatif ici qui vient annuler l'ensemble des impacts au niveau des résultats de l'année. Puis, tous les autres éléments à la ligne 13 qui incluent également les remboursements des fonds, c'est ce qui explique le montant de 1 062 000. Donc, globalement, vous arrivez avec un excédent qui vient augmenter vos surplus non affectés, un excédent de 177 122. Si on poursuit à la page suivante, c'est votre bilan, donc la situation financière au 31 décembre 2023. Là aussi, vous avez maintenant les données consolidées. Là, donc, la deuxième colonne, c'est vos données à vous. Puis la troisième colonne, c'est les données avec les deux organismes de transport. Donc, vous terminez l'année au niveau de la MRC avec de la trésorerie de 2 809 000. Les débiteurs, donc tout ce qui est les sommes à recevoir du gouvernement, puis les autres comptes à recevoir, 3 213 000. Les autres actifs financiers qui incluent vos fonds d'investissement, 3 270 000. Donc, des actifs financiers totaux de 9 294 000. Ensuite, vos passifs, la dette à long terme qui inclut les dettes des fonds d'investissement qui totalisent 5 951 000. Pour le détail de l'analyse de la dette à long terme, on va le voir un peu plus loin là, pour les sommes qui sont assumées là, par la MRC. Puis les autres passifs, ça inclut les comptes à payer, les revenus reportés là, de vos divers programmes de subvention qui totalisent 2 933 000. Donc, ça vous donne un actif financier net de 409 000. Vos actifs non financiers, principalement vos immobilisations corporelles à 1 711 000. Cette année, il y a eu des acquisitions, là, notamment pour les vélos et du matériel roulant là, suite à l'introduction de la compétence en transport. Les autres actifs non financiers, des frais payés d'avance, 153 000. Donc, des actifs non financiers totaux de 1 865 000. Puis, pour vos excédents, je vais les mentionner ici, là, mais on a le détail aussi à la page suivante. Donc, votre surplus non affecté est maintenant de 278 000. Vos surplus affectés totalisent 104 514, sont au même montant là, que l'année précédente. Les réserves financières qui incluent votre fonds de roulement, mais qui inclut aussi tous les fonds rattachés au FLI, FLS, puis au programme d'aide aux PME, donc 1 822 000. La ligne 18 des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, ça aussi, là, c'est uniquement en lien avec vos fonds d'investissement. Donc, en partie, là, c'est la somme de tous les actifs moins les dettes de ces programmes-là. Donc, c'est pour ça là, que ça donne un montant négatif. Puis, l'investissement net qui est toutes vos immobilisations à vous, moins les dettes à votre charge. Donc, qui totalise 1 151 000. À la page suivante, vous avez vos excédents là, plus en détail, donc vos surplus affectés aux lignes 1.1 à 1.3, qui sont au même montant là, que 2022. Vos réserves financières, donc le fonds de roulement que je vous mentionnais tantôt, qui est toujours non utilisé à 100 000 $. Des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé, 18 000 $. Puis vos fonds, comme je vous mentionnais, pour les fonds d'investissement. Pour le détail de votre dette à long terme, vous l'avez à la page 89 du PDF, qui vous donne un peu la dette est à la charge de qui. Donc, sur votre 5 952 000 qu'on mentionnait tantôt, seulement 483 000 est rattaché, dans le fond, à une dette assumée par la MRC. Un montant de 496 000 qui est assumé là, par le gouvernement du Québec. Puis la balance de la dette, là, dans le fond, qui est rattachée à vos fonds d'investissement pour 4 972 000. Ensuite, vous avez vous avez un peu plus de détails au niveau de vos revenus de fonctionnement. Donc, il va détailler là, selon les différentes rubriques. Cette année, peut-être une mention, là, il y avait eu une quote-part spéciale là, chargée cette année, mais qui était, d'abord, c'était le terme quote-part qui était utilisé, mais qu'on considère comme des contributions. Donc, si vous regardez la section là, autres revenus, ligne 18, c'est ce qui explique là, pourquoi le montant est plus élevé que ce qui était prévu au budget.
Donc, on parle de 525 000 comparativement à 265 000, si jamais il y en a qui se posaient la question. Vous avez ensuite le détail aussi là, par rubrique au niveau des charges de l'année. Je n'avais pas de commentaires à mentionner là, par rapport à ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à revenir sur ce point-là. Comme je le mentionnais tantôt, au niveau de vos activités d'investissement, cette année, il y avait eu principalement là, des acquisitions au niveau du transport, donc des vélos et autobus et un véhicule également, là, donc du matériel roulant cette année. Les autres acquisitions là, qui sont présentées au niveau de l'investissement, c'est tout rattaché à vos fonds d'investissement. Donc, si on regarde la ligne 2, c'est les dépenses, la deuxième colonne, c'est les dépenses d'investissement de 292 000. La ligne 3, c'est les émissions de nouveaux prêts pour les fonds d'investissement. Donc, ça totalise 938 000 en 2023. La ligne 4, c'est du financement à long terme qui était pour financer l'acquisition de l'autobus pour 81 000. Puis, après ça, vous avez vos sources de financement. Donc, les immobilisations étaient financées par différence, le 210 000 via le fonds de fonctionnement. Puis, vos activités d'investissement des fonds qui sont financées directement dans les réserves financières. Là. Donc, on voit un 938 000 à la ligne 3, puis vous avez le même montant à la ligne 6 au niveau des affectations. Pour garder ça simple pour tout de suite, je crois que j'ai fait le tour là, des pages les plus importantes puis des changements qu'il y a eu cette année là, au niveau de votre rapport. Je ne sais pas si vous aviez des points que vous voulez que je revienne ou des questions sur des montants que j'aurais passé plus rapidement dessus. Là. Merci, M. Coderre. Est-ce qu'il y a des maires, maires, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qui nous a été présenté? Ça va pour tout le monde? Non, on n'a pas de questions, M. Coderre. Parfait. Merci beaucoup de votre présentation. Oui, merci à vous. Merci. Bonne fin de rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Laroche et M. Lefebvre, merci beaucoup. Donc, je reviens au suivi budgétaire de la Mayotte 2.1.2, 1er janvier au 30 avril. Oui, donc, c'est bon. Attendez, je vais juste me replacer. OK. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le suivi budgétaire au 30 avril 2024 qui représente 33 de l'exercice financier. Donc, la présentation du suivi est scindée en cinq départements, là, soit les départements d'administration, l'aménagement du territoire, le développement économique, les services techniques et les contributions aux projets régionaux. À la page 2, dans le fond, je vous présente, comme à l'habitude, le sommaire, la vue d'ensemble, dans le fond, au 30 avril. Là, on voit la section des revenus, la section des dépenses. On voit la ligne d'objectif de 33 %. On note clairement là, que l'aménagement durable et les projets régionaux sont en dépassement budgétaire, mais ça s'explique assez facilement, là, étant donné que le PIRL, la subvention PIRL était non budgétée, mais on a un revenu et une dépense équivalente. Là, fait que c'était 300 000 là, qui fait qu'on dépasse là, notre 33 % attendu. Puis au niveau des projets régionaux, ben, c'est des contributions annuelles, puis ils ont pratiquement toutes été reçues à ce jour à la MRC, fait qu'on les a pratiquement toutes déboursées. C'est pour ça qu'on est à notre 78 %. Pour ce qui est des trois autres départements, ben, on voit là, qu'on est dans notre objectif, là, tout est beau, là, on est dans un bon suivi budgétaire. Ensuite, on passe à le département de l'administration. Donc, dans l'administration, dans le fond, ça présente les sections de législation, la gestion financière administrative, le centre administratif, la fibre optique et la cotisation de la FQM. Au niveau de la législation, ce qui présente principalement la rémunération des élus, le service des cadets, justement, qu'on a vu ce soir là, sur le territoire pendant la période estivale, puis il y a diverses commandites en fonction des demandes de certains organismes, dont la Fondation Santé de Bécancour, c'est quoi? Nicolas Yamaska. Bécancour, Nicolas Yamaska, puis la Fondation Albatros, le Galard. On est dans la cible là, du 32 %. Là.
Parce que, dans le fond, là, le tableau, c'est comme à l'habitude. Là, la première colonne, c'est les dépenses au 30 avril. La deuxième colonne, c'est le pourcentage d'avancement par rapport au budget. J'ai préparé un prévisionnel au 31 décembre 2024, mais c'est un prévisionnel, c'est hâtif dans l'année quand même. Là. Puis je finis avec la colonne du budget. Fait que donc, c'est ça. La législation, on est à 32 d'avancement sur un attendu de 33. Fait que tout va bien. Au niveau de la gestion financière administrative, qui présente la rémunération du personnel administratif, le service informatique, diverses ententes de services là, telles que la gestion de ventes pour taxes ou des redevances carrières sablières. On est dans un 37 mais c'est normal là, parce on a procédé à beaucoup d'encaissements par rapport aux ventes pour non-paiement de taxes. C'est commencé en février, fini en juin. Fait qu'au 30 avril, on en avait déjà beaucoup. Là, fait que c'est pour ça qu'on a dépassé notre 33. Au niveau du centre administratif, dans le fond, ça, c'est bien entendu les dépenses d'entretien du bâtiment, les frais d'assurance, puis le service de la dette là, en fonction de... On a une dette rattachée au bâtiment là, causée par une rénovation dans l'année antérieure. On est à 29 fait que tout va bien. Même chose pour la fibre optique, dans le fond, qui présente l'entretien du réseau, là, puis que c'est des dépenses fixes mensuelles là, en fonction de l'entente qu'on a avec Sogetel. Là. Fait qu'on est sur un 29 Puis la cotisation FQM bien, est payée entièrement là, pour l'ensemble des municipalités. C'est pour ça qu'on est dans notre 100 Fait qu'on a une utilisation budgétaire moyenne de 36 pour l'administration. Ensuite, au niveau de l'aménagement durable et de la transition écologique, qui présente les départements d'aménagement du territoire, de la géomatique, des cours d'eau et de la mobilité durable, on a ici un avancement de 49 pour l'aménagement du territoire, qui, comme j'ai mentionné précédemment, là, c'est en lien avec le PIR, là, qu'on a un 300 000. On a un 300 000 là, qui est déjà constaté. Ensuite de ça, au niveau de la géomatique, on a un 40 d'avancement. C'est à cause des frais en lien avec les licences là, pour les logiciels de géométrique comme Azimut qui sont déjà tous engagés. Les cours d'eau, 23 bien entendu, au 30 avril, les travaux ne sont pas encore commencés pour l'entretien des cours d'eau, fait que ça laisse le budget est encore tout disponible. Et au niveau de la mobilité durable, on est à 41 dans le fond, dans la mobilité durable, ça comprend le service du transport et les autres mobilités, là, telles que les vélos puis les casiers de vélos. Fait que là, on a déjà engagé des dépenses importantes là, par rapport aux casiers, parce que la section transport adapté et collectif, ça suit son cours. Les pourcentages, tout est beau. Là, on est dans le 33 Le 41, il est vraiment en lien avec les dépenses des casiers de vélo. Puis au niveau, dans le fond de l'aménagement, on a plusieurs mandats en cours, là, dont le mandat d'optimisation des espaces urbains. On a les projets de séquestration de carbone par les bandes riveraines, les gestions de projets municipaux en lien avec les infrastructures écologiques des milieux urbains. Ils font la révision du schéma d'aménagement, puis ils font la planification du plan climat. Puis au niveau des cours d'eau, dans le fond, on va avoir des travaux majeurs là, au Ruisseau des Frères, en collaboration avec la Défense nationale. Puis on a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule pour la gestionnaire là, qui s'occupe de l'inspection des cours d'eau. Au niveau du développement économique et de l'attractivité du territoire, qui comprend les départements de développement économique, de développement culturel, les réfections des bibliothèques et la promotion du territoire et tourisme. Le développement économique affiche un avancement budgétaire de 27 ce département-là, dans le fond, c'est surtout c'est le service conseil, dans le fond, du développement économique par les conseillères. La gestion des fonds, là, le FLI, FLS et le fonds d'aide d'urgence aux entreprises. On a le projet pilote de financement durable, le PDZA, la démarche Entreprendre collectivement. Et puis, on a aussi les contributions au volet communautaire, là. Donc, le pôle d'économie sociale, l'ARDEC, la radio communautaire, la ruche et le Place aux jeunes plus. Au niveau du développement culturel, on affiche un solde de 18 ça, c'est à cause, dans le fond, qu'on a un projet important dans ce département-là, là, au niveau de l'inventaire du patrimoine bâti. Le projet est budgété, mais on n'a pas encore engendré les dépenses. L'entente est signée.
tout est fait, mais c'est juste qu'on n'a pas encore versé les sommes. Ensuite, puis au niveau culturel aussi, on a encore la bourse là, de 10 000 là, pour le calque, là, dans le fond, la culture des arts et lettres du Québec. Là. On a encore un 10 000 cette année, mais qui n'est pas encore versé. Au niveau du promotion du territoire et tourisme, on a 32 d'avancement des travaux. Pas des travaux, mais d'utilisation budgétaire. Donc, tout c'est standard. Puis, on peut noter, dans le fond, le lancement de la route bleue là, qui a été effectué là, la semaine dernière. Puis, on a aussi, dans ce département-là, on a les frais afférents là, au kiosque d'information touristique. Donc, dans le développement économique, on a une utilisation budgétaire globale de 23 Au niveau des services techniques, dans le fond, il y a quelques années, on a eu un projet de réfection de bibliothèque où toutes les municipalités pouvaient faire rénover, puis c'est la MRC qui a pris le règlement d'emprunt. Fait qu'on a emprunté, puis les municipalités, dans le fond, remboursent leur dette via la MRC, parce que, tu sais, il y avait aussi une subvention long terme associée à la dette, puis ça fait que c'était plus simple que ça soit regroupé, là. Bienvenue. Au niveau des services techniques qui présentent l'évaluation foncière, l'inspection municipale, la prévention incendie et les programmes de rénovation, dans le fond, c'est du standard. Là, on a l'évaluation foncière, c'est donné à la sous-traitance avec la FQM, le service d'évaluation de la FQM. On est à 33 L'inspection municipale, on est à 33 également. C'est du linéaire. Il n'y a pas rien de majeur, de projets spéciaux qui pourraient faire exploser le budget. La prévention incendie, on est à 26 là, c'est principalement causé par la rémunération là, qui est un petit peu moins élevée que prévu. Puis au niveau des programmes de rénovation, bien, le 13 parce que c'est en fonction des demandes de subventions des citoyens. Fait que si on a moins de demandes, moins de subventions versées, donc plus de disponibilité budgétaire. Mais tu sais, les programmes de rénovation SHQ, tu sais, c'est l'argent de la SHQ qu'on reçoit. Si on agit à titre de fiduciaire, là, il n'y a pas d'impact pour nous là, au niveau de ça. Donc, on a une utilisation budgétaire globale de 28 Finalement, au niveau des projets régionaux, dans le fond, c'est les projets qui sont portés par la table des MRC. Ça regroupe l'ensemble des MRC du territoire du centre du Québec. On a, dans le fond, l'entente sectorielle de concertation, l'espace d'accélération et croissance, l'entente sectorielle sur les capacités d'accueil, l'entente agroalimentaire, l'entente de notoriété phase 2, et on a une réserve pour des projets régionaux là, qui est utilisée en ce moment à 14 sur un budget total de 40 000. La plupart des, comme vous voyez, là, c'est presque tout à 100 là, ça a presque tout été versé. Donc, il n'y aura pas de dépassement. S'il y avait un projet régional qui n'avait pas été pensé ou budgété, on a quand même une réserve de prévu. Donc, on va être dans le budget quand même. Ça fait qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Finalement, le dernier tableau, c'est juste le sommaire de toutes les parties que je viens de vous présenter, dans le fond. Fait qu'on note, dans le fond, l'utilisation budgétaire globale de 40 fait qu'on est en dépassement, mais par rapport à tout ce que je viens de vous exposer, là, mais c'est rien de majeur qui a un impact sur notre excédent. Là, on est dans nos objectifs. Finalement, au niveau des revenus, je vous présente, comme d'habitude, là, les répartitions de revenus. Fait qu'on a les deux anneaux, on a le réel au 30 avril, puis on a le budget. C'est pour vous montrer que les répartitions, dans le fond, sont cohérentes avec ce qu'on avait budgété. On a un revenu dans le fond, dans le budget, on avait 51 de subventions, contre les cotes-parts, 39 Puis au niveau du réel, au 30 avril, on est à 33 de cotes-parts et 57 de subventions. Là. Ça, c'est en fonction des projets puis comment que les subventions sont constatées. Donc, plus les projets sont avancés, plus il y a de subventions de constatées. Fait que c'est pour ça que ça crée un déséquilibre. Mais en fin d'année, puis les cotes-parts, c'est linéaire. Fait que c'est sûr qu'en fin d'année, ça se rééquilibre puis on est dans le budget. Finalement, au niveau des catégories de dépenses, c'est le même genre de diagramme.
Donc, les différentes catégories de dépenses, c'est comme à l'habitude, là, on a les salaires qui représentent 50 des dépenses de la MRC, les dépenses de fonctionnement, 41 puis les frais de financement, 2 puis des contributions à divers organismes pour 7 On a un petit débalancement là, au niveau du réel au 30 avril, mais encore là, c'est la même chose que pour les revenus. C'est en fonction des projets qui sont avancés, puis que les salaires, c'est une dépense qui est linéaire puis qui avance en fonction du temps. Alors voilà, ça fait le tour du suivi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Bien, moi, j'ai peut-être un commentaire. Je voudrais quand même saluer le travail de l'équipe qui, quand même, fait des grands efforts pour trouver des subventions. La répartition subvention Côte-Port est quand même assez impressionnante. Donc, je pense que ça nous permet d'avoir un effet de levier intéressant pour mener des projets structurants pour la MRC. Donc, félicitations. Vous pourrez aussi transmettre le message à Mme Laure qui a un département qui génère particulièrement actif, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions à Mme Mayotte? Vas-y, allez-y, M. Biron. C'est juste au niveau des licences des logiciels. Là, je sais que certains organismes publics, les vérificateurs demandent, mettons que, je ne sais pas si la licence de logiciel est du mois de septembre jusqu'au mois de août l'année d'avant, de répartir l'ensemble de la dépense de la licence de logiciel sur tous les 12 mois et même les 2 années financières. Mais c'est sûr que là, moi, je le fais le travail quand même sur, s'il y a une section qui est à reporter ou en payer d'avance, c'est en fin d'exercice, je le fais. Okay. C'est sûr que là, à l'avancement du suivi budgétaire, comme ça, je ne passe pas d'écriture là, pour reporter parce que, tu sais, les licences que j'ai comme Azimut, mettons, que j'ai parlé tantôt en géomatique, c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Okay. Fait que je ne fais pas de report pendant l'année parce que, tu sais, c'est 17 000 là. Mais mettons qu'une dépense qui serait plus importante, je pourrais l'amortir puis la présenter vraiment en fonction là, de l'utilisation des mois. Okay. Puis si elle est sur plus qu'un exercice budgétaire, c'est sûr que là, je ferais payer d'avance. Donc, ça n'apparaîtrait pas au résultat. OK. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, M. Marcotte, merci beaucoup. 2.2.1 maintenant, séance ordinaire du Conseil de la MRC du mois d'août. Donc, on a une proposition à faire dans la modification de la date. Plusieurs élus ont émis le souhait de peut-être avoir plutôt une séance en juillet et avoir congé en août. Hein, ça aussi, ça évolue. Donc, la proposition, Mme Tardif, c'est ça? Oui. Il y a une bascule de plus en plus des vacances plus au mois d'août qu'au mois de juillet. Donc, c'est une situation qui a émergé au conseil administratif. Et puis après, moi, je suis allée sonder là, plusieurs maires et mairesses, normalement. Il faut le passer en public, évidemment. Fait que c'est à vous de voir là, si le changement de date vous va. Donc, la séance de travail serait le 10 juillet, séance publique le 17 juillet, au lieu du 21 août. C'est la proposition qu'on vous fait. C'est pour en faire la proposition, Mme Godette? Oui, est-ce que, avant de faire la proposition, M. Bédard, pour l'appuyer? Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Ça allait pour tout le monde, donc... C'est à la MRC, on vous propose de le faire à la MRC, parce que là, ça est arrivé très vite, là, fait que le temps de rechercher une salle, c'était pas possible, fait que là, ça va être à la MRC. Parfait. Donc, Mme Godette, M. Bédard, merci beaucoup. Service de l'aménagement durable et de la transition écologique, 3.1, acceptation du 96e projet Aston Jonction. Mme Tardif. Alors, comme vous pouvez constater, je vais prendre le relais de Mme Laure, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce soir. Alors donc, pour le projet Aston Jonction, comme vous voyez, c'est un projet « On se regroupe et on s'informe », donc un projet d'infrastructure pour leur communauté au montant de 51 450. Et évidemment, c'est conforme à la politique d'investissement et c'est conforme aussi au budget qui leur restait. Est-ce que M. Dupuis pourra faire la proposition? Oui, M. Vouligny appuie. Merci. 3.2 maintenant, mandat pour une plateforme de participation citoyenne. On a reçu une offre de service. On vous propose un contrat de gré à gré. Mme Tardif. En fait, cette démarche-là a émergé suite à l'annonce du plan climat. Dans la démarche du plan climat, le gouvernement demande au MRC de faire, à plusieurs étapes, de faire des consultations publiques, notamment en ligne.
Et par ailleurs, évidemment, ils ont prévu le budget pour aussi. Là. Donc, dans le budget qu'on a reçu pour le plan climat, on a la marge de manœuvre pour avoir une firme. L'équipe de Stéphanie et Karine aussi, Madame Béliveau, pardon, a travaillé à faire de la recherche. Et c'est suite à l'analyse des différentes firmes qui vous proposent aujourd'hui la firme Cocorico pour un contrat de 30 000 sur 3 ans, donc 10 000 par année. Est-ce que j'ai des questions par rapport au contrat? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Théroux? J'aimerais profiter, vu qu'on parle du plan climat, par ailleurs, pour vous indiquer qu'on a eu hier le retour comme de quoi que les travaux que la MRC avait déjà fait, notamment au niveau de la qualification de nos GES puis l'adaptation des infrastructures municipales, ont été reconnus dans les travaux qu'on a à faire avec le plan climat. Ce qui fait donc dire que, parce que le plan climat, c'est tout un processus, les MRC qui avaient déjà entamé des processus, ils se faisaient évaluer et ce qui est reconnu, ce qui a été fait pouvait être reconnu. Donc, on est très contents. Les 2 actions qu'on avait faites sont reconnues, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les refaire. Et évidemment, ce qui va nous permettre d'arriver plus rapidement au volet 2, qui sont le volet pour les projets dans les municipalités. Fait que je voulais quand même vous le souligner. Là, on vous reviendra avec plus de détails parce on doit rencontrer les ministères pour quand même faire un plan de travail pour arriver au volet 2. Mais c'était une très, très bonne nouvelle, effectivement. Et quand vous dites reconnu, c'est aussi intégré à notre plan climat. Oui, exactement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Deschênes, merci. 3.3 maintenant, convention d'aide financière dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Alors, vous savez que le gouvernement a adopté une nouvelle politique et les OGAT sont sortis aussi. Le gouvernement invite les MRC à revoir leur schéma d'aménagement. Donc, nous, c'était déjà prévu, vous le savez, on a déjà commencé les travaux cet hiver. Et pour les MRC qui désiraient vraiment, là, le gouvernement n'oblige pas les MRC, mais suscite fortement le démarrage des mises à jour des schémas. Alors, nous, la question ne se posait même pas parce qu'on avait commencé. Donc là, il faut signer une convention parce qu'ils soutiennent financièrement pour 207 918 $ sur 3 ans les travaux de la révision du schéma. Fait que c'est un protocole là, avec le ministère, tout simplement. Monsieur Lefebvre en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Damour, merci. 3.4 maintenant, rapport annuel pour le suivi de notre PGMR. Madame Tardif. Alors, à chaque année, on doit déposer un rapport annuel. Le rapport a été déposé au comité du CAD. Il n'y a pas eu aucun commentaire, aucune correction apportée par les comités. Donc, il vous est recommandé ce soir pour adoption. Monsieur Noël et Monsieur Laroche, merci. 3.5 maintenant, plan directeur vélo de notre MRC. Madame Tardif. Alors, vous savez qu'on avait eu un financement pour faire un diagnostic ainsi qu'un plan directeur pour le vélo. C'était des étapes extrêmement importantes parce qu'à partir du moment où on avait notre plan directeur, ça peut donner accès après aux municipalités à différents programmes, notamment pour corriger des infrastructures routières. Donc, vous l'avez lu, le plan directeur indique évidemment qu'on a des défis au niveau de nos infrastructures, mais que la MRC démontre un grand potentiel par rapport au vélo. Voilà. Fait que donc, on devait vous en faire le dépôt. Fait que voilà. Et on doit l'adopter? Oui, il doit être adopté. Donc, M. Marcotte en fait la proposition, M. Dupuis l'appuie. Les prochains points, ce sont des baux de location dans le cadre de notre projet Bande riveraine. On débute avec la ferme Pierre-Dionne. Oui. Juste avant, vous rappelez le projet de bande riveraine élargie en milieu agricole qui vise l'amélioration de la qualité de l'eau et la séquestration de carbone. Ça fait déjà quand même quelques temps qu'on travaille là-dessus. Alors là, c'est les 3 premiers baux qu'on vous présente ce soir. Voilà. Fait que j'avais eu les baux. C'est assez standard. C'est sur 5 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur les baux comme tel. Là. Saint-Séphirin, oui. Les 3.
Bien, le projet pilote commençait avec Saint-Zéphirin. Et puis, oui, c'est ce qu'on espère, effectivement. Oui, absolument. Oui. Hein? Ah oui? OK. Ah, je savais Donc, même. il y avait quand même de l'engouement. Fait qu'il y avait du potentiel. Là. Ah bon, ben OK. Monsieur Laroche? Là, je serais embêtée de vous répondre, effectivement. Normalement, je pense que Stéphanie les aurait fournis aujourd'hui pour Cindy. Fait que vraiment, toutes mes excuses. Oui, peut-être tenter une réponse? Oui, Stéphanie n'est pas là, mais on visait 7 hectares, en fait, là. Je ne sais pas si c'est ça qu'on a atteint, mais... C'est juste que c'est dans chaque bail, c'est pas précisé. Fait que, mais je peux vous revenir avec des précisions, il n'y a pas de souci. Peut-être vous indiquer, parce que vous savez comment Stéphanie, elle est très... elle est toujours avec nous, puis elle a eu un accident de voiture hier soir. Fait que j'aime mieux... Elle va bien, mais évidemment, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc c'est pour ça. Là, mais vous savez comment elle tient ses dossiers. Là, On vous reviendra avec l'information complémentaire. Oui. Donc, est-ce que j'avais pas personne qui en avait fait la proposition? Monsieur Deschaines, Madame Godette. Ensuite, 3.6, 3.7 maintenant, aussi un bail de location. Oui, Bande c'est la même riveraine, chose. ferme, Nick et Pic. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, Monsieur Bédard. 3.8, toujours bail de location, ferme Pierre Marcoux et filles. Ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Laroche, Monsieur Lefebvre, merci beaucoup. 3.9 maintenant, avis de conformité au règlement 279-24, municipalité de Saint-Wenceslas. Est-ce que c'est M. Croteau? Ben, peut-être que Martin peut m'aider, mais c'est une zone glissement de terrain, tout simplement. Donc, c'était une procédure très administrative, là. Ouais. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Dameau, merci. Résolution maintenant, 3.10, Saint-Célestin paroisse, un dépôt de résolution. Oui. Vous l'avez eu, mais on vous propose d'en faire la lecture afin de pouvoir bien informer aussi les gens dans la salle. Peut-être juste pour ceux et celles qui voudront aller la retrouver, aller sur le site de Saint-Célestin paroisse. Oui, parce qu'elle est dans leur procès-verbal de rencontre. Alors donc... c'est du procès-verbal du 3 juin 2024. Donc, considérant qu'un futur projet d'implantation d'éoliennes sur des terres privées pourrait viser le territoire de la municipalité de Saint-Célestin, considérant que la majorité des membres du conseil de la municipalité de Saint-Célestin possèdent un intérêt personnel dans la question des éoliennes, de telle sorte que le conseil municipal n'atteint pas et n'atteindrait pas le quorum lui permettant de décider des questions portant sur un tel projet, considérant l'article 163 du Code municipal, qui est à l'effet que dans un tel cas, les questions sont référées au conseil de la MRC et que cette dernière est revêtue relativement à la considération et à les décisions de cette question, des mêmes droits et privilèges et est sujet aux mêmes obligations que le conseil de la municipalité. En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Mathieu Beauchamp-Filion, appuyé par le conseiller M. Thomas Leblanc et résolu à l'unanimité que la municipalité prend acte des divulgations d'intérêt personnel de la mairesse Mme Sandra Saint-Amour-Moreau, de la conseillère Mme Mireille Lemay et des conseillers M. Jocelyn Proulx et M. François Chabot et de leur abstention de participer à toute délibération et à tout vote sur cette question relative au projet éolien sur leur territoire. Que la municipalité réfère toute question soumise à son conseil municipal et relative au projet d'éoliennes sur son territoire au conseil de la MRC de Nicolet-Yamaska, lequel bénéficiera relativement à la considération et à la décision sur ces questions des mêmes droits et privilèges et serait sujet aux mêmes obligations que le conseil de la municipalité. Que la présente résolution ait fait tant et aussi longtemps que la mairesse, Mme Sandra Saint-Amour-Moreau, la conseillère, Mme Mireille Lemay, et les conseillers, M. Jocelyn Proulx et M. François Chabot, possèdent un intérêt personnel dans le projet d'éolien sur le territoire de la municipalité et que le conseil municipal n'atteint pas le quorum lui permettant de décider des questions portant à ce sujet. Alors voilà la résolution que nous avons reçue. Je souligne particulièrement le deuxième en conséquence. Là, on note bien que la municipalité réfère toute question soumise au conseil municipal à la MRC.
Ce qui fait que les citoyens n'ont pas à venir à suivre les conseils, mais ils peuvent les suivre, mais ils n'ont pas à venir nécessairement à la MRC pour déposer. Ils peuvent aller à leur conseil municipal et la direction de la municipalité de Saint-Célestin-Paroisse va nous transférer les questions. C'est une question qui est importante pour ne pas obliger les citoyens à aller à deux instances. Donc, les citoyens peuvent aller dans leur communauté, dans leur municipalité. Là, c'est un dépôt qu'on vous faisait ou une adoption. Non, on adoptait. On doit l'adopter et on va regarder ensuite avec le conseil de quelle façon on va procéder pour le transfert des questions, tout ça. Là. Il y aura une mécanique, bien sûr, à installer, mais on attendait la résolution pour pouvoir démarrer le processus. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Ça va pour tout le monde? On avait parlé quand même à quelques reprises. À quelques reprises. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Marcotte et M. Bédard, merci. On serait rendu maintenant au service développement économique 4.1. On en a parlé un petit peu tantôt, projet collectif de kiosques communs au marché Godefroy, donc une demande d'aide financière. Madame Béliveau. Oui. Donc, suite à des ateliers de co-développement, il y a une idée là, de kiosque commun qui est née. Nous explorons présentement là, la faisabilité de concrétiser ce kiosque-là. Donc, ce projet-là permettrait aux producteurs participants de partager les coûts, le temps et la main-d'œuvre. Puis, il y a déjà 7 entreprises avicoles là, de Nicolet-Yamaska qui ont déjà exprimé un fort intérêt à participer au projet. Ça fait partie aussi des 5 enjeux principaux du PDZA de la MRC, soit la commercialisation. Donc, cette aide financière là, couvrait 70 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000. Donc, on a une belle opportunité d'aide financière. Donc, je vous la propose. Merci beaucoup. Et peut-être juste spécifier que ce sera à coût nul pour la MRC. Il n'y aura pas de... tout à fait. Le financement autre que la subvention sera cherché ailleurs qu'à la MRC. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron et M. Lemire. 4.2 maintenant. Fondation médicale Jean-Pierre Despins, demande de financement. Madame Béliveau. Oui, donc les camps de jour là, font face à plusieurs défis. Donc, la MRC désire embaucher là, une coordonnatrice ou coordonnateur clinique dont le mandat est de soutenir les gestionnaires et administrateurs des camps de jour. En embauchant la coordonnatrice clinique, la MRC Nicolet-Yamaska vise à améliorer significativement la gestion comportementale dans les camps de jour, favorisant ainsi une expérience enrichissante et inclusive là, pour tous les enfants. Le 3 juin dernier, la MRC Nicolet-Yamaska a déposé une demande d'aide financière de 5 000 $ à la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, et ce, afin de soutenir l'embauche de cette ressource-là. Donc, je vous en fais la recommandation. Merci beaucoup, Mme Béliveau. Peut-être juste préciser que nos camps de jour étaient vraiment heureux de cette nouvelle-là. Les camps de jour sont populaires dans nos municipalités. Les familles en ont besoin. Il y a les enfants qui ont des besoins particuliers pendant l'année scolaire se retrouvent au camp de jour avec les mêmes besoins particuliers. Le recrutement aussi dans chacune de nos municipalités est parfois difficile et on a des moniteurs ou des aides-moniteurs de plus en plus jeunes. Donc, je pense que cette ressource-là est plus que bienvenue pour soutenir nos équipes puis ultimement s'assurer que ces jeunes-là ont une expérience positive cet été. Est-ce qu'il y a des questions? Pour en faire la proposition, M. Deschaines, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Tétrault, merci beaucoup. Bien, peut-être déjà vous dire... qu'on a eu la réponse. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vraiment saisi une occasion, encore une fois, puis parce qu'on a eu des refus pour carrière été, le programme fédéral. Fait que là, on a saisi une occasion pour nous aider à ce niveau-là. Puis le temps de déposer, puis le temps de recevoir la réponse, ça s'est fait entre 2 conseils des maires. Mais bon, comme c'était évidemment une bonne cause et une bonne... C'est important de savoir saisir les opportunités quand même. Donc, M. Deschaines, Mme Tétrault, c'est réglé. 4.3, reddition de compte, accès Entreprises Québec. Mme Béliveau. Oui, donc, dans le plan budgétaire du gouvernement du Québec de mars 2020, on prévoyait dans le cadre du budget 2020-2021 là, que les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour accompagner les entreprises du territoire.
Le réseau Accès Entreprises Québec est donc né afin de s'assurer que les entreprises aient accès à des services d'accompagnement et d'investissement comparables là, d'une région à l'autre en respect là, des particularités régionales. La MRC Nicolet-Yamaska a obtenu une subvention d'un montant maximal de 900 000 pour l'exercice financier allant de 2020 à 2025. Les sommes reçues ont permis de doter les MRC ou les organismes délégataires de l'équivalent d'au moins 2 ressources supplémentaires à temps plein. Et chez nous, ça a été 3 ressources supplémentaires. Donc, nous avons donc l'obligation de soumettre une reddition de compte annuelle incluant les documents suivants. Donc, on a les états financiers annuels de la MRC pour l'année 2023, les rapports d'activité incluant une synthèse des résultats obtenus que vous avez reçus dans la documentation, puis une mise à jour de son plan d'intervention et d'affectation des ressources. Donc, considérant le dépôt du rapport d'activité 2023-2024 du plan d'affectation des ressources Accès Entreprises Québec, je vous en fais la recommandation. Tous les documents étaient dans l'intranet aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Laroche et M. Vouligny, merci. On serait rendu maintenant, point 5, services techniques, en commençant avec 5.1, demande de dérogation mineure. On parle de l'application de l'article 145.7. D'après moi, il reste un dossier, Mme Karine. Je vous ai, est-ce que je ne peux pas vous reprendre. Ah oui. 4.3. Ah, il est juste en... C'est parce qu'il est là. Il était dans le bas de la page. Alors... Donc, on revient à vous, M. Croteau, ne quittez pas. Reddition de compte 2023, Fonds local d'investissement, Mme Béliveau. Oui, donc le Fonds local d'investissement, qu'on appelle le FLI, vise à faciliter l'accès à des capitaux et à accélérer la réalisation de projets de démarrage d'entreprise, d'amélioration, de transformation, de croissance, d'expansion et la relève entrepreneuriale. Donc, en vertu du contrat de prêt du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, la MRC Nicolet-Yamaska a dû rendre compte des comptes à rendre annuellement, au plus tard le 15 juin, suivant la fin de son exercice financier, de la gestion du contrat de prêt et de celle des aides financières. Il y a eu un élément à la reddition de compte nécessitant l'adoption par vous, le Conseil des maires, d'un rapport sur les créances irrécouvrables du Fonds local d'investissement FLI et du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises sous le nom de PAU-PME. Donc, considérant que le programme d'aide d'urgence PAU-PME fait état d'une seule prêt en créances irrécouvrables d'une entreprise ayant fait faillite, que nous avons... Donc, nous avons transmis avec la reddition de compte 2023 au Fonds local d'investissement du FLI et des créances irrécouvrables du programme d'aide d'urgence au PAU-PME. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup, Mme Béliveau. Est-ce que M. Noël en fait la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Saint-Amour, je vous ai appelé Mme Damour depuis le début, mais Saint-Amour, je m'excuse. Bon, 5, services techniques maintenant, 5.1. M. Croteau. Alors, c'est une demande de dérogation mineure. C'est 3 demandes qu'on a à regarder. Vous allez me dire pourquoi on traite ça maintenant à la MRC. Suite à l'adoption du projet de loi 67 par le ministère des Affaires municipales, il y a eu une modification. Alors, il est possible maintenant pour les municipalités d'accorder une dérogation mineure dans des zones de contrainte. Alors, les zones de contrainte, ça peut être communément appelé la zone inondable ou bien les zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles. Alors, c'est une nouvelle nomination qu'on a. Alors, on a maintenant, lorsque ça touche ce type de terrain-là, la MRC doit se prononcer. Alors, on doit soit imposer des nouvelles conditions dans le but d'atténuer ce risque ou bien désavouer la décision autorisant la dérogation mineure. Dans le cas présent, on a 3 dossiers, comme je vous ai mentionné. On en a un à Saint-François-du-Lac, où c'est régulariser l'implantation de la maison qui est déjà en zone de contrainte, là, dans la zone de mouvement de terrain. Alors, il n'y a pas d'enjeu. La maison est déjà présente avant même l'adoption des cartes à l'époque. Alors, c'en est un. Et les 2 autres dossiers, on a des 2 dossiers à Pierreville qui sont les terrains. Ce sont de grands terrains qui sont touchés par soit une zone inondable, soit par des zones de contrainte là, de mouvement de terrain. C'est des projets de construction. Je vous rassure, les projets ne sont pas dans des zones de contrainte, mais le terrain étant
touchés par des zones de contrainte. On doit se prononcer sur celle-ci. Alors, suite à l'analyse qu'on en a fait, les 3 dossiers ont fait la recommandation pour adoption. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pour en faire la proposition, M. Marcotte? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre, merci. Donc, c'était le seul point au service technique. Demande d'appui, on n'en avait pas. On serait rendu, dans le fond, à la revue de presse que nous avons aussi reçue. Oui, absolument. Donc, je ne fais pas le tour. Il y a pas- là. ah, parfait. À moins que vous ayez des questions. C'est plus pour information, pour savoir tout ce qui s'est passé dans notre MRC. Rapport des différents présidents de comité en débutant par les comités internes, comité mobilité durable, M. Thérault. Bonsoir à tous. La première partie de la rencontre fut consacrée au volet du transport actif. Une présentation du plan directeur vélo réalisé par Vélo Québec et déposé ce soir en séance a été réalisée par l'équipe de la MRC. Ce plan trace un chemin clair pour les prochaines années et la priorité afin de rendre les aménagements cyclables plus sécuritaires et pour positionner la MRC de Nicolet-Yamaska comme étant une destination attractive en ce qui concerne le vélo. Pour le volet du transport collectif, un bilan des déplacements pour les premiers mois de l'année 2024 fut réalisé. Le service de transport Billy est en voie d'atteindre les objectifs de 2024 qui sont de 20 000 déplacements pour l'année. Les premières réflexions pour une planification triennale des services furent débutées et se poursuivront tout au long de l'année. Finalement, il fut question de la campagne de publicitaire réalisée sur les ondes de VIA 95, Rouge FM et Énergie pour promouvoir le service de Billy. Merci. Merci beaucoup, M. Thérault. Deuxième comité, comité d'investissement, M. Noël. Oui, le comité s'est rencontré le 23 mai dernier. On avait 2 dossiers, dont le premier, location d'équipement Redden, Saint-François-du-Lac. C'est une bonification du fonds de roulement pour supporter la croissance de l'entreprise. Les 2 fonds ont été utilisés, le FLI et le FLS, pour octroyer un montant de 100 000 $ pour le coût de projet de 200 000 $. Deuxième projet, Méga Mécanique Saint-Wenceslas. C'est un projet qui reste encore à confirmer. Démarrage d'un garage de mécanique de camions lourds et de remorques conditionnement à la signature du bail. Il manque juste quelques petits détails, là. Le fonds, c'est le FLI qui sera utilisé pour octroyer un montant de 25 000 $ et le coût du projet, 100 000 $. On a eu aussi une démarche de financement durable qui a été amorcée au cours des dernières semaines. On a eu plusieurs rencontres, c'était super intéressant. On a eu des devoirs à faire par rapport à ça. On a encore une rencontre demain et ça va se poursuivre en début d'automne. On devrait être un petit peu plus savant pour être capable de prendre de meilleures décisions. Merci. Merci beaucoup, M. Noël. Comité de tourisme, M. Dupuis. Oui, bonsoir. Notre date de rencontre était le 28 mai dernier. Il y a eu le maintien du comité malgré le départ de la conseillère au tourisme et explication sur la transition des tâches d'ici l'arrivée de la nouvelle ressource. Nous abordons la constitution d'un comité tourisme. Ce comité joue un rôle important dans la promotion et le développement du secteur touristique au sein de la MRC. La constitution d'un comité tourisme réunissant un conseiller, des élus et des entreprises touristiques est cruciale pour plusieurs raisons. Pour une vision et stratégie commune, pour le partage des ressources et des informations, pour la représentation équilibrée des intérêts, pour le développement et faire de la promotion efficace et pour le renforcement de l'économie locale. Nous avons par la suite partagé des idées et des suggestions pour l'identification des besoins du comité. Par exemple, l'élaboration d'un plan d'action est une priorité. Merci beaucoup, M. Dupuis. Sécurité et incendie avec M. Deschaines. Donc, on a eu une rencontre le 13 juin dernier. Le comité était... On avait les 2 comités, le comité de sécurité incendie qui regroupe les élus et le comité des directeurs incendie qui regroupe, bien sûr, les directeurs. Donc, on avait beaucoup de nouvelles. Il y a des choses qui
qui bouge un peu. Donc, on a la révision du schéma d'incendie suite au changement qu'il y a eu à Grand Saint-Esprit et à Sainte-Monique par rapport à Saint-Honor. Donc, on est obligé de reviser le schéma d'incendie. Donc, la MRC doit signifier son intention de procéder à la révision de son schéma d'incendie par résolution au Conseil des maires de juillet. Donc, il faudrait mettre ça à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Aussi, nos directeurs incendies revenaient de leur congrès annuel. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'exigences. Donc, entre autres, la décontamination. Les nouvelles exigences en lien avec la décontamination seront très difficiles à rencontrer et à coût élevé. Avec le nouveau guide sur la décontamination des pompiers. Pour ce faire, M. Pascal Gagnon de l'APSAM, qui est l'APSAM, c'est quoi? Les pompiers. Puis, Ouais. donc, il va venir nous présenter, faire une présentation en septembre prochain sur les procédures, les nouvelles procédures, les nouvelles exigences. Donc là, j'inviterai tous les élus et tous les directeurs qui vont être assister à cette rencontre-là parce que ça va nous aider à prendre des décisions, surtout pour le prochain budget qui s'en vient en novembre. Donc, c'est important il y a des ajouts importants, là. C'est majeur. Il y a aussi une formation la formation Sécurigrain, des démarches sont entreprises pour faire venir l'Association canadienne de sécurité agricole pour une formation dans les silos à grains. Il y a aussi, je veux souligner aussi, dans nos directeurs incendies, il y a des personnes qui sont parties à la retraite. Il y a M. Beaumy pour la régie Boulestrone, il y a M. Desmarais pour Pierreville, M. Alain Auger de la régie Lac-Saint-Pierre, c'est ça. Donc, on a des nouveaux directeurs qui sont là. Je n'ai pas le nom, je ne me rappelle pas. C'est trop nouveau. Nous autres, pour le Lac-Saint-Pierre, c'est Jonathan Lanoux qui est notre nouveau directeur incendie. Du côté de Boulestrone? Stéphane Aymon. Puis du côté de Pierre Hamel. Donc, c'est 3 nouveaux, 3 jeunes qui prennent la relève. Donc, un gros travail. On remercie ceux qui sont partis à la retraite, puis on accueille les nouveaux. On accueille les nouveaux. Merci, M. Deschaines. Peut-être juste préciser que la rencontre qui était prévue au mois de septembre a été déplacée à cause du congrès de la FQM. La date n'est pas encore... Parfait. Pas encore vous allez nous la communiquer? Oui. Parfait. J'avais aussi un comité externe avec M. Dupuis à VIA 90.5. Oui, effectivement. Un nouveau journaliste est entré en poste suite au départ de M. Jocelyn Ouellette. Alex Drouin sera à l'antenne à partir du 26 juin. Il sera appelé à couvrir l'actualité de la Rive-Sud sur le terrain. Des grandes entrevues, bilans de vie avec des personnalités de la région seront mises en ligne sur le site VIA FM durant l'été. Parmi les personnalités interviewées, notons Louis Plamondon et Michel Morin. Le comité CA du VIA 95 souhaite aussi bonne chance à M. Ouellette dans ses nouvelles fonctions. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres comités externes, peut-être que je n'avais pas? Non, ça fait le tour. Parfait, merci beaucoup tout le monde. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose à la table des MRC, Mme Tardif? Peut-être 2 petits suivis. L'annonce publique de l'OVT a été reportée. Et puis, on a eu aussi une consultation là, de la Coalition pour l'hôpital de Drummondville qui nous ont fait un résumé là, de leur démarche pour la rénovation, dossier que vous connaissez très bien déjà. Sinon, moi, je n'avais pas d'autres suivis, M. Noël, non. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période de questions. Alors, peut-être juste rappeler pour ceux et celles qui n'étaient pas là dans les dernières fois, maintenant, le dossier éolienne n'est plus traité à la MRC, vous le savez, est traité dans les municipalités. Il restait peut-être des questions sur le RCI, mais le RCI maintenant a été accepté. Il y aura la commission consultative au moment où on sera prêt à la lancer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
On revient aussi, on ne prend plus nécessairement les noms, on revient à la période de 30 minutes, donc vous pouvez simplement vous présenter au micro, vous nommer, et bien sûr, on maintient quand même des questions, des échanges cordiaux et respectueux pour une période de 30 minutes. Alors, la période est lancée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le goût de briser la glace. Oui, bonjour. Moi, c'est Janie Vachon, Robillard de Saint-Léonard-d'Aston. Je viens vous poser une question parce que vous êtes plusieurs maires en même temps, puis vous semblez avoir, maire et mairesse, semblez avoir eu la même réponse par rapport à la diffusion des cartes qui permettent aux citoyens, comme à vous, là, de visualiser quel est l'impact du RCI. Donc, j'ai entendu, par exemple, que certaines municipalités l'avaient diffusé en conseil, mais que les citoyens ne pouvaient pas prendre de photos pour soit le regarder à tête reposée ou pour en parler aux gens qui n'étaient pas disponibles au conseil même. À d'autres endroits, on s'est fait dire ça serait dangereux qu'il y ait de l'intimidation parce que certains citoyens pourraient aller intimider d'autres, étant donné qu'ils sauraient les endroits qui pourraient avoir des éoliennes pour savoir si les gens ont signé ou pas. Donc, c'est comme s'il y a eu une... pardon, je cherche mes mots. Que vous avez prévu d'avance une situation d'intimidation. De toute façon, il y a des règles qui encadrent l'intimidation. C'est pas quelque chose qu'on veut. C'est pas quelque chose non plus qu'on a vu jusqu'à maintenant, heureusement, malgré les divisions que ça peut apporter le dossier éolien. C'est pas quelque chose qui s'est passé. Et je pense que ce règlement-là qui a été adopté par vous tous, pas vous tous, mais en tout cas à la majorité, et qui a été maintenant entériné par le ministre et qui est donc en vigueur. Je ne comprends pas pourquoi les citoyens ne pourraient pas se l'approprier vraiment pour savoir les éoliennes pourraient être où dans la municipalité. En plus, je voulais souligner qu'en mai 2023, Mme Dubois, vous avez dit dans le Nouvelliste, en tout cas, on l'a lu dans le Nouvelliste, le rôle de la MRC dans le dossier sera de s'assurer de la localisation des éoliennes et des profits engendrés. Alors que ça nous a été répété plusieurs fois par la suite que le rôle du RCI, c'était pas de localiser où seraient les éoliennes, mais bien de protéger le territoire. Sauf que c'est quand même ça que ça fait de localiser les endroits où il peut y en avoir versus où il n'y en a pas. Bref, je reviens sur le pourquoi. Le pourquoi, je l'ai compris selon différentes municipalités, votre vision, mais c'est plus donc une demande, plus qu'un pourquoi. On vous redemande de donner accès aux citoyens aux cartes parce que c'est un règlement qui est adopté, qui est officiel et qui existe et on veut juste réaliser ce que ça veut dire pour vrai. Voilà. En fait, juste aussi s'assurer que, tu sais, tantôt vous parliez d'une citation que j'avais faite dans le Nouvelliste sur le rôle de la MRC. C'est pas nécessairement le rôle du RCI. Je pense qu'il faut bien distinguer les choses. Okay. Le RCI n'est pas là non plus. Puis là, en ce moment, il n'y a pas de projet. On le sait. Il y avait eu à l'époque, peut-être avant le 12 septembre, puis tu sais, peut-être pour certains qui se sont déplacés aux rencontres faites par les entreprises, il y avait comme des espèces de ronds blancs, vous vous souvenez, sur les cartes. Il n'y a jamais eu de point sur un terrain. Ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Là. Fait que je ne sais pas si vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu, mais moi-même, je ne l'ai pas vu. La MRC, le service que la MRC rend, c'est un service qu'elle rend aux municipalités. Si une municipalité fait la demande d'une carte, la MRC produit cette carte-là. La MRC n'est pas au service du citoyen. Ça, c'est la municipalité qui l'est. Après ça, je vais juste terminer ma réponse. Après ça, vous pourrez bonifier. Si après ça, vous avez entendu des réponses, je comprends que les réponses ne vous satisfont pas, mais si une municipalité choisit, pour des raisons qui lui appartiennent, de ne pas diffuser à ce stade-ci des cartes sur un projet qui n'existe pas et qui pourrait potentiellement créer je ne sais pas quoi dans la population, parce qu'effectivement, on pourrait cibler des endroits qui ne seront même pas finalement ciblés par les promoteurs, ou on sera peut-être même plus ciblé par un projet. Tu sais, je pense qu'il faut respecter ça. Okay, je vais reformuler les cartes question. Les cartes vont être rendues publiques là, à partir du moment où il y aura un projet. Là. Ah! Ben non, mais je veux dire, il n'y a pas de projet à ce moment-là. Ben,
Pourquoi je vous présente... En fait, s'il y a un projet, c'est que ça va être des cartes avec des avec des endroits ciblés. Pour l'instant, on n'a pas ça. Fait que là, on ne sait pas. Fait que je ne sais pas une carte de quoi qu'on pourrait vous produire. Alors, le RCI sert à protéger le territoire. Moi, j'ai envie de savoir, le RCI protège quoi dans mon territoire? J'aimerais avoir la carte pour savoir ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas. Eh bien, la carte du RCI est fournie avec le RCI, là. Ouais. Les zones protégées est indiquées? Oui, absolument. OK. Dans ma municipalité, j'aimerais savoir les zones qui sont protégées et les zones où, finalement, les distances séparatrices et avec toutes les règles du RCI, qu'est-ce qui vient comme zone où les éoliennes pourraient être mises? Mais vous pourrez... Et là, j'ai posé la question à ma municipalité et d'autres citoyens l'ont posée et jusqu'à maintenant, 100% des citoyens qui ont demandé les cartes ne l'ont pas eu. Donc, je ne demande pas à la MRC de recevoir les cartes. Je sais que la MRC ne peut pas me le fournir parce que je ne suis que citoyenne. Mais j'ai demandé à ma municipalité et je parle au nom des autres citoyens qui ont demandé à leur municipalité. Et je vous demande d'en parler entre vous puisque vous avez tous la même réponse. S'il vous plaît, fournissez les cartes. Parfait. Parce qu'au moment où on a le projet, les choses vont vite, l'émotion monte. Alors, pourquoi on ne peut pas réfléchir d'avance? Et puisque votre règlement, il est officiel maintenant, donc... Parfait. Les cartes qui sont conséquentes au RCI, nous aimerions les avoir par souci de transparence. Super, c'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Rachel Fallman de Saint-Zéphirin. Bonsoir. J'avais une question au sujet de l'eau souterraine. Parce que là, on parle du projet de bande riveraine qui veut améliorer la qualité de l'eau. C'est un super projet. Mais pour revenir un peu, je comprends, on parle toujours des éoliennes, mais la question qui m'habite beaucoup, c'est la question de la protection de l'eau souterraine, justement. Et suite au dernier Conseil des maires, il y a eu une entrevue dans le Nouvelliste avec une des autrices du rapport de l'INSPQ que vous avez sûrement vu. Oui. Mais elle répète, comme c'est écrit dans le rapport, que autant lors des phases de construction que d'exploitation, une contamination chimique des eaux terraines, il y a une vulnérabilité potentielle. Donc, on prescrit que ce serait important de caractériser les risques en amont des projets pour s'assurer que les sources d'eau potable sont protégées. Donc, il y a quelques mois aussi, j'avais demandé si on pouvait mettre sur le site web de la MRC les études sur l'eau souterraine, parce que je pense qu'il y en avait à Saint-Léonard puis à Grand-Saint-Esprit. Puis Mme Laure avait dit que oui, mais là, je ne sais pas si j'ai juste pas pu trouver, s'ils sont là. Je sais qu'elle n'est pas là ce soir, mais... Est-ce qu'on avait... ça m'a échappé, moi. On reprend votre demande en note, Mme Fallman. Puis je me demandais aussi si... J'avais aussi proposé l'idée, parce que Copernic propose des moyens de financer des études pour justement caractériser en amont de tout projet, c'est pas juste les éoliennes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté depuis ce temps-là? Par rapport à Copernic? Ben oui, ou un autre moyen de pouvoir vraiment caractériser nos sources d'eau. Non? Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez peut-être envisager? Est-ce que c'est une préoccupation de la MRC? Oui, normalement, c'est le ministère. Ouais. OK. Pour la MRC ou partout? Okay. Le Québec est en retard. Oui. Tu peux ouvrir ton micro, Stéphane. Merci. Là, le Québec est en retard pour à peu près tout l'ensemble du territoire. Je veux dire, c'est pas juste à la MRC de Nicolette-Yamaska, mais je sais que Copernic, avec l'aide du ministère de l'Environnement, ont un plan de match pour travailler ce projet-là. Okay. Ça fait rire M. Smith, d'ailleurs, aussi. Oui. OK. Non, c'est ça, effectivement. C'est ça, parce que les rapports PACES, il y a tout ça qui existe, mais c'est toujours incomplet. Donc, c'est juste une préoccupation de faire ces choses-là en amont de tout autre projet parce que ça peut avoir quand même un impact important. C'est un grand travail à faire, puis il y a un grand travail encore à faire dans la MRC de Nicolette-Yamaska pour s'occuper des autres surfaces aussi. Là. Oui, bien, c'est ça va ensemble. Oui. OK, c'est bon. Parce merci. Parce qu'elles ne sont pas très belles non plus, puis je veux dire, c'est pas à cause de l'urbanisation que des cours d'eau sont pollués. Là. Oui. Puis, en fait, j'ai une question par rapport à le projet des bandes riveraines, puisqu'on parle d'amélioration. Est-ce qu'il va y avoir des études qui vont être faites avant sur la qualité, puis après, pour voir quel impact que ça a eu? Oui, mais c'est un projet qui a été confié au Conseil régional.
C'est celui-là? Au CREC, OK. Non, c'était C'est nous autres qui le font? Oui, OK. c'était à l'interne, on a OK. une ressource. Est-ce qu'on avait des ressources, on avait des inspecteurs qui étaient sur le terrain, qui ont Oui, pris oui, des oui, mesures oui, avant, oui, oui, pendant, absolument, après? absolument. Donc, est-ce que les Ça a- rapports vont être publiés, divulgués? Assurément, assurément, oui. On Oui, n'est pas oui. rendu à ce On n'est stade-là pas rendu encore, à là, ce parce stade- qu'on commence, là. Effectivement, mais- OK, Mais c'était oui, par c'est prévu. curiosité. OK, c'est bon. Merci. Effectivement. Puis, Merci. j'avoue que je n'étais pas de la MRC quand mon Départ, projet a ouais. monté, fait que je perds un peu, mais c'est la ligne logique, là, de prendre les mesures pour s'assurer de l'impact, puis après ça, le rendre public. Bonsoir. Bonsoir. Isaac Pellerin, Saint-Célestin-Paroisse. Donc, je viens d'apprendre là, que Oui. justement, si on a des questions, on peut les amener à notre municipalité. Ils vont les remonter à vous. Oui. Si on a des demandes à formuler, est-ce que ça fonctionne de la même façon? Même chose. Parfait. Oui. Donc, initialement, quand on avait lu le projet, ça fait pratiquement 1 an là, qu'on est un peu sur le statu quo à Saint-Célestin, mais il y a quand même 3 demandes qui avaient été formulées à l'époque. Parmi ces demandes-là, en fait, on souhaitait des distances plus restrictives que ce qui était proposé par Énergex à l'époque. Ça donne que présentement, le RCI, c'est ce qu'il y avait par rapport à Énergex, donc c'est les mêmes distances. Donc, je pense que cette distance-là revient comme demande d'être plus restrictive puis était appuyée quand même par plus de la moitié de la population dans les pétitions qu'on avait fait signer à l'époque. Ensuite, on voulait connaître justement les endroits potentiels selon les distances qui étaient stipulées par Énergex. Donc, je rapporte encore une fois cette demande-là qui concorde de toute façon avec le RCI, donc j'imagine que le travail est encore fait. Donc, j'aimerais avoir cette information-là. Pas seulement moi, mais probablement les plus de 200 autres signataires de la pétition. Puis, on avait aussi une garantie. Là, je comprends qu'à l'époque, la garantie ne tient peut-être pas parce qu'on n'avait pas quorum, mais on s'était quand même fait dire par notre maire que s'il y avait un projet éolien qui s'en venait dans notre municipalité, qu'il allait assurément y avoir un référendum. Donc, je ramène ce point-là. Merci. Merci. Vous comprendrez qu'on prend note, puis on vous revient avec des réponses qui vont redescendre à votre municipalité, mais qu'on aura ici aussi, si jamais c'est ici que vous vous présentez la prochaine fois. Parfait. Merci. Donc, pour avoir mes réponses, je retourne au prochain conseil Oui. municipal. Puis, comme Sandra ne peut pas parler au prochain conseil municipal de ce dossier-là... Mais il y a quand même des gens qui... Ça va être le maire suppléant. Oui. Il y a quand même des gens qui sont neutres, là, c'est ça, qui vont prendre le relais pour vous transmettre l'information. Parfait, merci. Merci. Oui. Bonsoir. J'étais vraiment contente de vous voir à Sainte-Perpétue la semaine passée. Ça m'a fait plaisir qu'on partage. Quand j'ai vu M. Ross parler de 3000 éoliennes, puis tout ce qui allait être utilisé de territoire agricole, le lendemain, je pensais à ça, puis que la CPTAQ accepte 99% des dézonages. Le lendemain, je jardinais chez nous, j'ai dit, si toutes les maires se mettaient ensemble pour que la CPTAQ arrête de nous enfermer dans nos villages, que les agriculteurs et les enfants, ils veulent construire autour du village, qu'il y a des jeunes familles qui veulent s'installer, puis ça prend des îlots déstructurés. On a l'aqueduc, on a Internet haute vitesse, on a tout ce qu'il faut. Puis, vous êtes tous ici, vous administrez bien vos municipalités, gérez des familles de plus pour avoir de l'argent pour le déneigement, pour tout l'entretien des routes, des infrastructures et tout. Je pense que toute la population ou la majorité serait derrière vous, puis vous connaissez ça, administrer des familles, donner des permis de construction, attirer du monde, ça, ce serait cool. Bon, ça, c'était le lendemain, ma bulle qui m'a passé. Je me dis, si toutes les maires se mettaient ensemble en ruralité, envers le gouvernement, que la CPTAQ, au lieu d'accepter 99% des permis, là, ce serait une fraction de terre agricole qu'on prendrait, puis ce serait du potentiel humain qui a plus d'énergie que juste ce potentiel éolien-là. Ce serait vraiment cool, puis je pense qu'au lieu d'être comme tout le temps tendu, ce serait vraiment le fun, un projet de société. Bon, ça, je reviens à d'autres choses. Monsieur Lefebvre, vous avez dit le 29 mai, c'était dans le Courrier Sud, il va y avoir un projet à l'automne, au plus tard décembre, me semble, dans l'article, dans l'interview. Oui, bien, écoutez, c'était avant que M. Sébia fasse des annonces, là.
qui a fait, que je pense qui a laissé tout le monde surpris, là, autant nous autres que bien d'autres personnes dans la société. Là. OK. Regarde là, au mois de décembre, vraiment, c'est très, très hypothétique, là, à mon avis, là, à mon humble avis. Très hypothétique. Un autre commentaire, étant donné que vous êtes plusieurs maires dans ce comité-là, puis vous voulez plus, mais c'est la seule place, en fait, on peut tout parler à vous autres. Aussi, si on parle juste à un maire, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres municipalités. Je trouve que ce serait important qu'on puisse se parler en groupe, mais je trouvais encore, quand vous visitez aussi, ou quand vous rencontrez les promoteurs, il faudrait que tous les maires soient là, qu'ils soient pour ou contre, pour poser les bonnes questions. C'est comme si tu es face à un assureur, que tu aimes un représentant ou l'autre, là, mais des fois, il y a une question que tu poses, puis c'est essentiel. Ça, je trouve, c'est important. Puis, une dernière affaire, on vous a transmis des extraits de l'INSPQ au mois de mai à Saint-Célestin, je pense. Puis, le principe de précaution, là, il est dans votre devoir, empêcher une cause probable qui peut avoir un problème. Puis là, c'était bien marqué avec l'eau, il ne faut absolument pas aller de l'avant tant qu'on n'a pas avec l'eau, avec les éoliennes, tant qu'on n'a pas, on ne peut pas, comment je vais dire, exclure qu'il n'y a pas un problème pour l'eau après. Puis une deuxième chose, c'est au mois d'avril, on vous a transmis un document avec des fait par les American Wind Association avec les 3 plus gros producteurs éoliennes qui font 92% des éoliennes aux États-Unis. La recommandation pour les éoliennes de une génération 5 à 7 mégawatts, c'est 1,39 km. Alors, le RCI avec le 800 mètres, je ne sais pas vous situez où si le fabricant recommande 1,39 dans le but de favoriser l'acceptabilité sociale, puis aussi à cause de l'impact visuel de ces éoliennes-là. Les lumières qui clignotent et tout ça, parce que c'est prouvé que ça crée du dérangement, puis à la longue, c'est un effet indirect. C'était marqué dans le Nouvelliste, les chercheurs du rapport. Quand ils disent « Est-ce que les éoliennes, ça nuit à la santé? » Ils disent directement oui, directement non, mais indirectement oui, avec une exposition chronique et de long terme et tout ça. Fait que, il dit, les maires, ils se basent tous sur des éoliennes de 1,5 MW, mais on parle des 7, peut-être un jour, il dit 10, M. Gauthier du INSPQ. C'est pas moi qui invente ça. Bon, J'avais juste un petit commentaire concernant l'INSPQ. Je l'ai lu moi-même. Je comprends que la protection de l'eau, l'aquifère et tout, mais toutes les municipalités ici, je pense, ont toujours eu un petit moment dans leur vie municipale à faire avec l'environnement. Je me demande, ils sont où, le ministère de l'Environnement, là-dedans, quand on parle d'un rapport de l'INSPQ? Puis ça nous revient à nous, à notre niveau. Eux, ils sont où là-dedans? Comment se fait-il qu'ils se présentent pas puis qu'ils en fassent des études ou qu'ils recommandent des études? C'est ça là-dessus, je la comprends pas. D'après moi, si une municipalité est capable de faire des démarches pour rencontrer des promoteurs, elle devait être capable de s'organiser pour assurer l'eau avant. Maintenant, c'est ça, j'avais la question avec le 800 mètres et le 1,39 km qui est recommandé par les fabricants. C'est qui est dans son droit? Bien, vous comprendrez, Mme Bastien, que moi, je n'ai pas la réponse de pourquoi le fournisseur américain qui propose 1 km, 0,39 recommande ça. Mais je pense qu'on a expliqué à plusieurs reprises. On a même fourni, je crois, tous les documents desquels on s'était inspiré pour bâtir le RCI. Donc, ce n'est pas une recommandation, comme j'ai entendu tantôt, d'Inergex. Je veux dire, ce n'est pas sur les recommandations des entreprises qu'on s'est basé. C'est vraiment sur plein d'autres municipalités, MRC, RCI, études. Moi-même, je l'ai lu aussi, le rapport de l'INSPQ. Vous avez raison, il n'y a pas de cause directe pour la santé. C'est des causes souvent indirectes. Puis, même pour l'eau, ce que ça dit, c'est qu'on doit prendre des mesures de précaution pour s'assurer de ne pas contaminer. Effectivement, comme je ne me souviens pas si c'est Mme Vachon ou Mme Fallman qui l'a dit. Donc, on est très conscient de ça. Et j'imagine que on va faire ce qui est en notre pouvoir pour
c'est sûr qu'on a le souhait de protéger l'eau, mais en même temps, ça ne dit pas automatiquement que l'eau sera contaminée, mais qu'il faut prendre des mesures pour pas que ça arrive, et on sera bien sûr au rendez-vous s'il y a un autre projet. Bien, je ne peux pas répondre à votre question pour le fournisseur américain. Oui, mais je reprends ma question. Est-ce que vous discutez de ça? Les maires qui font des démarches avec les promoteurs, est-ce qu'ils vous répondent quand le matériel qu'on vous fournit, est-ce que vous le questionnez là-dessus? C'est ça ma question. On n'a pas le pouls de comment vos rencontres se passent. On n'est pas là. Puis je veux dire, tu sais, on ne fait pas des rencontres, comme vous dites, avec le promoteur. Là. Je veux dire, on a eu des rencontres pour savoir où est-ce qu'il en était, là, mais tu sais, on passe pas notre temps à rencontrer les promoteurs. Puis on n'est pas rendu là de toute façon. Là. On est en train d'organiser un petit peu notre structure, là, tout simplement. Là. C'est une structure de quoi? On n'est pas... éventuellement, il y aura possiblement une régie. On ne sait pas encore ce que ça va être. Mais regarde, on n'a pas de discussion avec les promoteurs là, sur les quelle grosseur, quelle ci, quelle ça. Là, on n'est pas là. En tout cas, dans l'INSPQ, puis dans votre documentation, c'est vraiment, quand je vois, même j'étais sans connaissance en janvier, on vous avait avisé de retirer sur votre site la chose de scientifique en chef. Si vous cliquez sur le lien, il y a 3 liens sur 4 qui ne marchent pas. Des liens sont effacés. J'ai fait des recherches pourquoi on n'a pas accès. Et ça se base sur des éoliennes, il y a 10 ans, qui ont 1,5 MW. Puis là, c'est encore sur le site. Notre député a mis ça à tout le monde, tous les élus. Personne n'a regardé ça. C'est dans même des bulletins paroissiales. 1,5 MW. J'en reviens pas. Et où il y a des gens compétents dans vos municipalités, j'en viens pas, en tout cas. Excusez-moi. Là, on va vérifier pour le site Internet parce que là, il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas avec le site Internet. Fait que là, on va s'assurer que ça fonctionne, mais soyez assurés qu'il n'y a rien qui a été retiré. Là. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Yvan Florent. Oui. Le 17 avril à Saint-François-du-Lac, les documents de l'étude américaine avec 3 fournisseurs vous ont été remis en main propre. Les avez-vous lus? Ce n'est pas tout le monde, M. Florent, qui possède l'anglais. J'avais 8 copies pour les 8 membres du comité éolien. 1,39 km. Maintenant, tout ça est enregistré à partir de la minute 25-17 avril. Fait que si vous manquez d'informations, vous avez eu le document papier. Absolument. Et vous avez aussi la vidéo sur le site de la MRC. Merci. Merci. Juste clarifier un petit point par rapport à Énergex et les distances tout à l'heure. Moi, j'ai dit que c'était un addon. J'ai rien voulu supposer. Il faut faire attention des fois avec les addons parce que... J'ai rien voulu supposer, c'est ce que je veux dire. Moi, j'ai dit... Merci. C'était à la demande de ce qu'il y avait d'Énergex parce qu'il n'y avait pas d'RCI à l'époque. Puis là, ça donne que c'est les mêmes distances. Donc, je veux juste savoir... que la carte est prête. Autre point, on a parlé du ministère de l'Environnement tout à l'heure, on a dit, justement, il est où dans ces dossiers-là? Puis ça donne que j'ai lu un article dans Le Devoir où certaines municipalités appuient un BAP générique, dont Sainte-Monique, entre autres. Là, je voulais peut-être justement demander, est-ce qu'un BAP générique ne permettrait pas justement d'avoir peut-être l'appui ou des analyses de certains ministères comme ça pour nous aider à comprendre mieux un peu les impacts globaux sur le Québec des projets comme un projet éolien? En fait, dans le cadre d'un des congrès de nos unions, on a rencontré, on n'a pas rencontré, mais un des panélistes était le ministre Fitzgibbon, et il était assez clair sur la nécessité d'avoir une grande conversation sur le développement des énergies renouvelables. Et je pense qu'on est pas mal tous là à se dire que ça serait intéressant, cette discussion-là. Maintenant, est-ce que ça passera par un BAP générique? Est-ce que ça passera par un autre moyen que le gouvernement pourra déterminer? Je pense que vous avez raison. On devra avoir cette grande conversation-là sur comment on va développer notre Québec, avec quelle énergie, où. Oui, je pense qu'on est là. Est-ce que ça sera un BAP? Moi, je ne suis pas en mesure de dire si ce sera ça. Je vais laisser le gouvernement choisir son moyen, mais il faudra s'en jaser collectivement. Puis, donc, on va attendre que le gouvernement vienne ou...
On peut faire comme certaines municipalités de notre MRC et dire on appuie quelque chose globalement pour faire bouger les choses. Tout ça est possible, effectivement. Puis, tu sais, juste vous dire aussi qu'on rencontre quand même, tu sais, dans le cadre de nos fonctions, tu sais, je pense à Raymond, entre autres, qui est au CA de la FQM. Moi, je suis au CA de l'UMQ. On a des rencontres aussi avec les ministres, puis ça nous permet de bien leur exprimer ce qui se passe sur notre territoire, les préoccupations des citoyennes, les préoccupations des élus, les enjeux qu'on vit. Soyez assurés que chaque fois, c'est pas toujours dans le journal, là, mais je peux vous dire qu'on en passe pas mal des messages, puis on fait la pression à chaque fois qu'on peut pour que les choses se passent mieux, pour que tu sais, moi, j'ai talonné Hydro-Québec longtemps pour qu'ils viennent rencontrer les gens, pour qu'ils viennent expliquer pourquoi il y a 2 ans, on avait des surplus énergétiques, puis que là, on les talonne chaque fois qu'on peut. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais sachez qu'on utilise toutes les tribunes pour pouvoir... Que ça s'améliore. Oui, absolument. Parfait, merci. Oui. Juste avant que vous retourniez, M. Florent, est-ce qu'il y a d'autres gens, parce que là, c'est la période de questions achève, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient retourner? Allez-y, madame. Pendant que je suis au micro, allez-y. On pourrait adopter une résolution pour le bac générique, tant qu'à en parler. Bien, on n'adoptera pas une résolution comme ça sur le fly. Il faudra en discuter, mais sachez qu'on a bien entendu votre souhait. Ouais. Prochaine rencontre, le 17 juillet. C'est un rendez-vous. Merci. Parfait. Bien, il va falloir en parler, moi, à mon conseil municipal. Là. Exact. Un peu comme Sainte-Monique le fait, je vais le faire moi aussi à mon conseil. Absolument. Absolument. Bonjour, madame. Bonsoir, Josiane Pelletier de Saint-Léonard-d'Aston. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la rencontre qu'on a eue la semaine dernière à Sainte-Perpétue avec le directeur de l'UPA, Charles-Félix Rox. Alors, encore une fois, merci. Merci de votre présence en si grand nombre. Puis aussi, un merci à M. Laroche d'avoir été jusqu'à la période de questions, puis d'avoir soulevé des questions, d'avoir été au micro. Je pense que votre présence a été très appréciée par les citoyens sur place. Je sais que cette conférence-là ne remplacera pas une rencontre formelle avec l'UPA, mais ma question, c'est est-ce que le Conseil des maires a discuté des informations qu'on a reçues, que M. Ross a apportées jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a eu un impact un petit peu... En fait, je ne sais pas si les gens le savent, mais au départ, il y a peut-être une année, ou en tout cas peut-être un petit peu moins, on a mis sur pied un comité consultatif où il y avait des élus, il y avait des gens d'organismes partenaires, il y avait des gens aussi des citoyens, et l'UPA est invité. L'UPA est invité parce que c'est un joueur important, puisque ça se passe sur ses terres, et c'est ses membres aussi qui ont signé des contrats d'option, hein, on l'oublie, mais c'est les membres de l'UPA qui ont signé des contrats d'option. Et l'UPA a toujours refusé de venir s'asseoir avec nous. Donc, ça, c'est une réalité où on n'a pas pu beaucoup discuter avec l'UPA. Ils ont préféré sortir dans les journaux, s'opposer de façon publique, puis tout ça, mais sachez qu'ils ont toujours refusé je crois qu'ils ont rencontré leurs membres, mais ils ne sont jamais venus rencontrer le Conseil des maires. OK. Puis, suite à la position qu'il a prise, est-ce que ça va avoir un effet... Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau du RCI par rapport à ce qu'il a affirmé? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que M. Ross a dit? Oui. Bien, oui. M. Ross a été très clair que la position de l'UPA était contre, mais en même temps, ils prennent acte qu'il y a des agriculteurs qui ont signé des contrats d'option, puis ils les accompagnent. C'est la même chose pour nous. Je veux dire, il y a des gens qui ont signé. Tantôt, vous disiez, tu sais, si tous les maires s'opposaient au projet, il n'y en aurait pas de projet, mais à la base, s'il n'y avait pas de territoire sur lesquels les éoliennes s'installaient, il n'y en aurait pas de projet non plus. Fait que, tu sais, je veux dire, nous, le RCI balise l'implantation possible d'éoliennes, protège des zones, mais s'il n'y a pas d'agriculteurs qui signent, il n'y aura pas possibilité qu'une éolienne s'installe là, même s'ils respectent la distance, même si tous les critères du RCI sont appliqués. OK. Je vous rappelle aussi que l'UPA avec Hydro-Québec ont fait un cadre de référence sur l'implantation d'éoliennes en milieu agricole. Alors nous, on avait c'était un document important dans notre réflexion. Non, ça n'a pas été présenté à la conférence de M. Ross. Puis,
Puis juste vous dire aussi que le Conseil des maires ne s'est pas vu là, entre la rencontre Non. de la semaine passée et cette semaine. Là, il n'y a pas eu de rencontre de travail. Donc, Puis, oui, c'est pas mal ça. Merci. Merci. je pense qu'on a fait pas Donc, mal. vous serez notre dernière question, monsieur. Parfait. Merci. Marc-Olivier Billette. Bonjour. Durant la même conférence de M. Ross, il m'apprenait qu'une éolienne, en fait, ça génère 1,2 million de dollars par année. Puis moi, de ce que j'ai compris dans le dernier appel d'offres, c'était environ 40 000 pour un propriétaire terrien, 40 000 pour une municipalité. Puis je crois que peut-être qu'il y avait un 8 % de redevance aux municipalités. Donc, si je fais un calcul généreux, les montants à la communauté, c'est de 200 000 $. Alors que l'éolienne génère 1,2 million. Donc, 200 000 à la communauté, donc il reste 1 million. Je suppose que ça va à la compagnie privée. Si on investit 50% chacun, pourquoi est-ce que les revenus ne sont pas séparés à 50% eux? Mais moi, je suis contente que vous posiez cette question-là parce que je n'ai pas vu les sources de M. Ross. Est-ce que vous avez vu ces sources à M. Ross sur le 1,2 million? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai pas eu accès à son document. Non, moi non plus. Fait que je pense qu'avant de livrer des chiffres comme ça serait intéressant. Moi, je serais très intéressée d'avoir la présentation de M. Ross et d'avoir aussi toutes ces sources parce qu'il y a beaucoup référé à Google. Si tu googles telle affaire, on peut tous être des spécialistes en googlant plein d'affaires, mais moi, je serais très intéressée d'avoir ces sources avant de garrocher des 1,2 million. Là, moi, je n'ai pas vu aucune source dans sa présentation. Je serais très intéressée à les voir. Fait que durant le dernier appel d'offres, vous avez eu aucune idée de c'était quoi les revenus d'une éolienne? Ben moi, on a eu des probabilités, des hypothèses de Donc, travail. C'était quoi les hypothèses? Si c'était loin du 1,2 million, est-ce qu'on peut les confirmer? Non. OK, mais c'est combien? Oui. D'après moi, il ne reste pas 1,2 million clair à la fin. Comme bonne entreprise, ça m'étonnerait beaucoup. Mais comme Mme Dubois répète, Oui, puis on pourrait les confronter, si on avait les sources de M. Ross, on pourrait les confronter quand on aura des rencontres avec les entreprises. Moi, je trouve ça fort intéressant. Oui. les confronter avec quelle information? Bien, avec l'information de M. Ross, là, le 1,2 million. Est-ce que vous avez de l'information de votre Bien, moi, je n'ai côté? pas cette information-là. Fait que là, j'aimerais ça que vous me la Vous avez de donniez. l'information de votre côté, Bien, c'est moi, ce que j'en comprends. Bien, moi, j'ai jamais. Je ne sais pas si vous nous avez déjà entendu donner des chiffres. Ben, j'ai les mêmes chiffres, là, les 40 000 Oui, par... exact, mais c'est ça. Bien, nous aussi, on est dans ces chiffres-là. Après ça, le profit, le revenu potentiel, on n'a jamais avancé de chiffres ici. Là. Fait que là, vous voulez que vous essayez de nous coincer sur Non, un pas sujet du que tout. vous C'est juste amenez. que moi, j'ai été surpris. Je croyais que vous auriez eu des chiffres de votre côté. Mais Pas à ce stade-ci. je pense que lors des présentations des entreprises, ils ont fait, si ma mémoire est bonne, au printemps passé, ils avaient amené des hypothèses de travail. Ouais. Mais là, je n'ai pas en souvenir l'échelle. Là. Je suis désolée, là, ça fait... mais sinon, tant qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de montage financier. Fait que donc, mais il y a le principe de 50-50. Il y a eu un montage financier? Oui. Ben non. Ben, il n'y a pas eu de projet. Il n'y a pas eu de projet, fait qu'il n'y a pas eu de montage financier. Si je peux me permettre, vas-y, Sylvain. l'acétate que M. Ross a présenté, là, c'était pas complet. Puis ça aurait été le fun d'y parler après la rencontre parce que il y a un gros... il a oublié une grosse partie là, dans son 1,2 million. C'est qu'il y a un partenaire. Il y a deux partenaires. Il y a le promoteur, puis il y a la MRC ou la régie, ou peu importe, qui en tire énormément. Fait que si c'est 50-50, ben le 1,2 peut être 600 000 pour un puis 600 000 pour l'autre. Tu sais, il n'en a pas parlé. C'est ce Lui, qu'on il parlait comme si Ah, ça, c'est c'était... clair. Si c'est ça votre question, là, à Mhm. partir du moment où une communauté, que ce soit une MRC, une régie, la communauté autochtone est partenaire à 50 les profits sont partagés à 50 Oui, c'est ça que je veux. C'est ça Oui, mon inquiétude. mais Qu'on ne rentre pas dans un projet puis qu'on a 200 000 puis que l'autre, il y a 1 million. Ah, pas du tout. Mais je ne sais pas, moi, là, si c'est-tu 1,2 Oui, c'est hypothétique. Ça, là. c'est ça. Mais oui, c'est 50 ça, c'est clair. D'accord, merci. Oui.
Merci beaucoup tout le monde pour cette période de questions. Alors, est-ce qu'on avait des affaires nouvelles? Non? Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Monsieur Biron, vous avez levé votre main, c'était pour lever la... Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.